Bonjour et bienvenue, je suis Nicolas et vous écoutez le Café du Projet, une émission de podcast autour de la gestion de projet bien sûr, mais qui traite aussi et surtout du leadership et de la communication de manière générale. Le premier mardi de chaque mois, j'accueille des invités, experts dans leur domaine, qui mettent en œuvre leurs compétences en leadership, gestion de projet ou communication pour animer des équipes, faire avancer des projets ou encore accompagner des personnes comme vous et moi vers la réussite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tanguy Le Dantec, fondateur de la charte du management de projet. Ensemble, nous allons parler de la dimension environnementale dans les projets. Bonjour Tanguy. Bonjour Nicolas, et ravi de participer à ce premier podcast pour moi. Merci à toi Tanguy, je suis très content que tu sois avec moi pour cette émission. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour, avec plaisir, je suis Tanguy Le Dantec. Alors Tanguy avec 2 N, c'est une petite particularité de mon prénom. Je suis de formation scientifique. Mais ça fait longtemps que je fais plus d'aspect ingénierie, donc j'ai toujours fait des projets. Donc d'abord des projets industriels, des projets bâtiments. J'ai travaillé au Liban sur la reconstruction du réseau téléphonique libanais pendant quelques temps. Après je suis revenu en France, j'ai travaillé dans des projets de sous-marins et j'ai fini ma carrière de salarié dans une boîte qui faisait des vaccins où j'étais PMO en charge de la gestion du portefeuille projet vaccin. Et puis à la fin j'étais chef de projet RH et puis formateur interne. Et donc ça fait 18 ans maintenant que je suis à mon compte et donc je fais principalement de la formation et du conseil management de projet bien sûr. J'ai une autre particularité, c'est que je suis également coach et thérapeute, mais a priori il n'y a pas de lien entre la thérapie et le management de projet, enfin en tout cas c'est pas l'objectif. Ça on pourra en discuter à un moment donné. En tout cas je vois que tu as participé à des projets d'ampleur et avec une grande variété de projets du coup. Est-ce que tu saurais nous dire lequel des projets t'a le plus marqué ? J'ai entendu que tu parlais du Liban tout à l'heure, peut-être que c'est celui-là, peut-être que c'est un autre. Et quand tu l'auras sélectionné, pourquoi ce projet-là ? En quoi il t'a marqué ? Effectivement, c'est le projet Liban qui est le projet qui m'a le plus marqué. D'abord, c'était un de mes plus gros projets sur lequel j'ai travaillé, donc 160 millions d'euros. Et donc à l'export, donc c'est aussi une difficulté supplémentaire. Et puis surtout, quand on est arrivé au Liban, on était 3 pour reconstruire le réseau téléphonique libanais, ce qui est quand même pas beaucoup. Et au bout d'un an, on était 1000. Et donc j'ai eu la chance de participer à un projet qui est parti de vraiment rien du tout à une équipe projet de production de réseaux télécom, de construction de postes, etc. de plus de 1000 personnes. Et les débuts ont été difficiles, et donc j'en ai retenu 2 choses. La première, c'est que c'est l'équipe qui compte dans les projets, et on avait une bonne équipe d'expatriés et puis de Libanais après qui fonctionnaient bien ensemble, et donc ça fait beaucoup pour la réussite. Et le deuxième aspect, c'est qu'il faut pas trop se décourager au début, parce qu'au début quand même on s'en est pris plein la tête pour être poli, parce qu'on n'allait pas assez vite, parce que forcément à 3 voire 5 c'est pas idéal, mais on a tenu le choc. Et on a été un peu politique aussi, un peu stratégique, donc ça nous a permis de passer le cap. Et depuis, je fonctionne à peu près comme ça sur les projets, c'est-à-dire l'équipe d'abord et un peu de stratégie technique après, ça fait pas mal pour le succès d'un projet. D'accord, très bien. En fait, quand tu dis c'est l'équipe qui compte, moi ça me parle beaucoup. C'est parfois ce qui est un petit peu oublié malheureusement, mais l'humain avant tout, je pense que c'est primordial. Et du coup, ça va peut-être être la réponse à la prochaine question, je ne sais pas. Mais je voulais te demander quelles sont les leçons que tu as pu en tirer de ce projet finalement, parce que vous êtes quand même passé de 3 personnes à 1000 au bout d'un an. Un projet quand même d'envergure, 160 millions d'euros de budget. Ouais. Est-ce qu'il y a une leçon en particulier que tu as retenue, plusieurs peut-être ? Une des principales, c'est que le directeur de programme, en l'occurrence, qui était avec moi quand je suis arrivé au Liban, enfin j'étais plutôt avec lui on va dire, la personnalité du directeur de programme et donc plus globalement des chefs de projet est quand même un facteur clé de réussite. Il a été aidant, il nous a bien logés, ce qui est important lorsqu'on est expatrié, il nous a soutenus lorsque ça allait pas fort parce qu'on a failli se faire virer par le Premier ministre quand même à un moment donné, donc il y a eu des périodes un peu tendues. Et il a toujours été assez apaisant, solide et aidant. Et donc ça permet à une équipe de fonctionner. Donc le rôle du leader dans un projet, c'est quand même un enseignement fort. Puis le deuxième enseignement, c'est quand même que le Liban est un pays extraordinaire que je recommande, même s'il y a des situations difficiles, et j'en garde un excellent souvenir cette fois plus personnel. D'accord, merci pour ces précisions, Tanguy. Récemment, alors je fais pas de transition, mais récemment tu as créé la charte du management de projet. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a motivé justement ta démarche ?
Alors ça reste quand même du projet, donc c'est quand même assez cohérent, hein, donc c'est ça l'avantage. Mais le point de départ, c'est en 2020, je suis devenu associé de Team for the Planet, qui à l'époque s'appelait Time for the Planet. Hein. J'ai eu une sorte de prise de conscience environnementale, enfin c'est beaucoup dire, mais enfin en tout cas je me suis dit qu'il y avait quand même un problème et qu'il fallait faire quelque chose. Donc je suis devenu associé. Je suis également devenu bénévole en tant que careur, c'est-à-dire j'accueille les gens qui sont inscrits récemment dans l'association pour leur souhaiter la bienvenue. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des beaux projets, en particulier des beaux projets industriels, hein, pas tous, mais dans les pépites, c'est-à-dire les futurs projets portés par Team for the Planet, il y a des beaux projets et des beaux projets industriels, pas du niveau du projet Liban, mais du niveau de certains beaux projets industriels, et que la culture projet des gens de Team for the Planet était perfectible, on va dire. Et je me suis également intéressé aux chefs de projet, de voir quelle était leur sensibilité environnementale, et je me suis rendu compte qu'elle était aussi très très perfectible. Donc il y a un fossé entre d'une part les gens qui sont très sensibilisés à l'environnement, qui connaissent pas grand chose au management de projet, hein, même pour des projets industriels, et les chefs de projet de tout genre qui ont une sensibilité environnementale assez faible. Donc je me suis dit comment faire pour créer un pont entre ces deux univers, parce qu'il y a quand même un intérêt. Avec une conviction profonde, c'est que les chefs de projet ont un rôle à jouer majeur, stratégique, dans la transition environnementale dans laquelle on est, puisque les chefs de projet, les PMO, hein, on sait faire des choses, on sait faire changer les choses vite et concrètement. Et s'il y a bien quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, c'est de changer vite et concrètement. Et donc l'idée est partie de ça. Voilà, l'idée est partie de ça. Donc j'ai créé un think tank avec 5 autres personnes d'univers différents pour réfléchir à ce que pourrait être le management de projet qu'on a baptisé après Impact, qui fait le lien entre l'environnement et le management de projet. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un think tank, Tanguy ? Est-ce que tu peux le préciser pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc un think tank, c'est un grand terme, hein, mais initialement c'est un centre de réflexion où j'ai le plaisir d'avoir pu être rejoint par Patrice, Sophie, Jean-Charles, Arthur et Jeanne. Et ensemble, on a réfléchi, on se réunissait une fois ou deux par mois, et on réfléchissait sur qu'est-ce que peut être le management de projet. À l'époque, il s'appelait pas encore Impact. Avec nos parcours et nos expériences et nos sensibilités différentes, on a brainstormé en partant de rien sur ça, et puis on a avancé le livrable pour rester dans un environnement projet. Hein, c'est la charte du management de projet Impact. Tu parlais de Team for the Planet, hein, je connais bien, j'en fais aussi partie, et je mettrai un petit lien pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. Absolument. Et en plus, il y aura quelques surprises dans quelques mois sur le podcast. Est-ce que tu peux, pour revenir un petit peu sur la charte de management de projet, peux-tu nous dire en quoi ça consiste exactement, et puis pourquoi est-ce que tu cibles le chef de projet ? J'ai bien compris que le chef de projet avait un vrai rôle à jouer, un rôle majeur dans les changements. Est-ce que tu peux détailler un petit peu cette partie, s'il te plaît ? Alors aujourd'hui, l'environnement projet, tel qu'il a toujours été construit depuis 60 ans, ne se pose absolument aucune question sur les aspects environnementaux. Hein. Clairement, c'est pas un sujet, quoi. C'est même pas pris en compte de près ou de loin. Dans les projets industriels, produits, R&D, c'est un non-sujet depuis toujours. Et donc, ce qui est nouveau, c'est que, si jamais on s'est posé la question, l'énergie était à profusion, les ressources étaient à profusion, tout était à profusion. La seule chose qui manquait, c'était les ressources financières. Et donc, on s'est focalisé sur cet aspect-là, mais on n'a jamais pris en compte les aspects environnementaux. Or, l'environnement change. D'abord, les énergies sont beaucoup plus chères, l'eau devient rare, enfin, et puis l'environnement de la planète c'est quand même sacrément complexifié. Hein. Et donc l'idée, c'est comment on fait pour prendre en compte dans un projet ces aspects environnementaux. Et donc la charte en particulier a 5 composantes. La première, c'est en quoi les projets doivent respecter les 9 frontières planétaires. Les 9 frontières planétaires, hein, c'est une approche qui liste les 9 composantes importantes pour se donner une chance de survivre sur la planète dans le futur en respectant ces frontières. Donc par exemple, il y a la frontière du changement climatique, qui est la plus connue, hein, bien sûr, mais il y a également la frontière de l'eau douce, la frontière de l'acidification de l'océan, la frontière des espèces en voie de disparition. Voilà, donc ces 9 frontières, pardon. La question, c'est comment les projets peuvent les appréhender pour essayer de les respecter dans le cadre de leur projet. Donc tu parlais de 5 composantes, les 9 frontières planétaires, c'est la première, ça c'en est une en tout cas, c'est ça ?
Oui, c'est la première composante absolument. De la charte, ce sont les 9 frontières planétaires. Et puis après, il y en a d'autres qui, par exemple, vont mettre en avant l'importance de mettre en avant des partenariats. Puisque si j'ai une bonne idée dans mon projet qui permet de réduire fortement, par exemple, l'émission de gaz à effet de serre, aujourd'hui, la stratégie, c'est je le garde pour moi parce que je le garde pour moi. Alors, c'est tellement plus intéressant de se poser la question de comment je pourrais le déployer sur d'autres projets, y compris en dehors de mon environnement, et donc comment je peux créer des partenariats pour que mon idée qui permet de réduire mes gaz à effet de serre ou ma consommation d'eau ou mon émission de polluants peut avoir un impact beaucoup plus large s'il est repris dans d'autres projets ailleurs dans le monde et ailleurs que dans ma société, par exemple. Si en plus il est scalable, c'est encore mieux. Absolument, c'est l'idée. Et alors du coup, cette charte, tu nous en as un petit peu parlé. Où est-ce que tu en es dans le déploiement et puis est-ce que tu as des retours déjà de certaines personnes qui l'auraient éprouvé? Qu'est-ce qu'en pense le public? Alors le public, grand public, on n'y est pas encore, mais ça va pas tarder. Par contre, on a effectivement, donc on a eu plusieurs versions. On a présenté à une cinquantaine de gens qui nous suivent sur LinkedIn en particulier, qui a été un moyen d'avoir un peu un public. Donc on l'a fait évoluer, on a eu une cinquantaine de commentaires et de retours. Moi je l'ai présenté à un certain nombre d'audiences, notamment chez des pools de chefs de projet, chez des clients qui m'ont invité dans leur conférence interne de chefs de projet. Et puis surtout on va la déployer de manière un peu plus large, puisque lors des PMI Days, là, les rencontres 2023 du PMI à Versailles le 1er décembre, on va la présenter lors d'une session pendant 45 minutes à 1 heure pour la partager à tous les participants de la rencontre PMI 2023. Super. Ouais, on est content. Ah bah j'imagine, c'est une belle réussite, en tout cas d'en arriver déjà jusque-là. Est-ce que tu penses, Tanguy, que les PMO, donc Project Management Officers, ont un rôle à jouer justement sur ce sujet du management de projet à impact? Les PMO ont un rôle, et en plus un rôle vraiment majeur à jouer sur le management de projet impact, puisque c'est eux qui peuvent aider les chefs de projet à prendre conscience des enjeux environnementaux, à les intégrer dès les phases de conception, voire de pré-projet, et puis dans la vie du projet. Donc ils ont cette capacité de déployer assez rapidement ces aspects-là dans les entreprises. Et d'ailleurs, la charte va se traduire par un certain nombre d'autres outils derrière, notamment une fresque du management de projet qui reprend ces aspects-là. Et donc je vais la déployer au mois de décembre également chez un groupe de PMO qui ont été intéressés par cet aspect-là pour ensuite le relayer auprès de leur chef de projet, de façon à porter cette parole au sein des équipes projet, puisque c'est là que ça va se passer en fait. Donc oui, ils ont un rôle important et de soutien. En plus, je pense que pour eux, ça amène d'abord plus de sens dans leur métier s'ils ont une sensibilité environnementale, et puis de la valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils peuvent proposer aujourd'hui et en plus aux chefs de projet sur cet aspect-là. Très bien. Si je rentre un petit peu plus dans l'aspect opérationnel, je dirais, moi, en tant que chef de projet, Nicolas, demain, je commence un nouveau projet. Est-ce que c'est à moi de prendre en compte cette dimension environnementale sur mon projet? Est-ce que je dois me référer au PMO? Comment est-ce que tu vois la chose, toi, de ta vision? Là, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure où c'est une exigence importante dans le périmètre du projet, que c'est clairement exprimé, et dans ce cas-là, la question se pose plus naturellement, puisque ça va être partie des indicateurs de suivi du projet. Il y aura peut-être un ingénieur environnement dans les équipiers, donc ça c'est le cas optimiste, on va dire. Dans beaucoup de projets, c'est pas le cas. Donc il y a une vraie autonomie. Par contre, je suis persuadé que dans un certain nombre de projets, il y a une vraie autonomie des chefs de projet à pouvoir promouvoir cette dimension. Et ça peut se faire très simplement. Par exemple, au lieu de concevoir un produit traditionnellement, se poser la question de en quoi je peux faire une éco-conception, en quoi estimer les consommations d'énergie, d'eau ou de polluants comme étant des indicateurs de projet. C'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire, mais que les chefs de projet font pas, mais ils peuvent le décider. Ou plus concrètement aussi, par exemple, comment dans mes consultations de fournisseurs ou de prestataires, en tout cas de fournisseurs, je peux mettre des clauses liées à l'aspect environnemental, traçabilité, choix des matières premières sourcées, etc. Donc tout ça, en tant que chef de projet, je peux avoir une certaine autonomie pour le faire. Donc
Après, la réponse, c'est de dire est-ce que les sponsors vont être d'accord. Mais c'est comme le budget, hein. Si vous ne demandez pas, vous l'avez pas. Donc si vous proposez pas, vous n'aurez pas de retour. C'est vrai. Après, ça ajoute peut-être aussi une complexité supplémentaire au rôle de chef de projet qui est déjà quand même suffisamment complexe dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu auras sûrement ce genre de remarques, je pense, quand tu présentes du coup ta charte? Oui, c'est un peu la même remarque que lorsque l'assurance qualité est arrivée dans les projets dans les années 2000, là, et globalement. Hein. Mais avant, la qualité, c'était pas considéré comme étant le rôle du chef de projet, et puis un truc en plus, encore une contrainte en plus. Bon, mais aujourd'hui, plus personne n'en parle, hein. Donc c'est intégré dans le fonctionnement des projets, c'est acquis. La structure de l'entreprise est aussi développée pour y répondre. Donc je suis persuadé que les aspects environnementaux, l'optimisation, la sobriété et puis c'est des critères de vente hein, aussi par rapport aux produits, et puis une image aussi par rapport à une marque employeur, c'est aussi des critères importants hein, pour recruter des talents et en particulier des jeunes talents. Donc je suis persuadé que dans 10 ans, ce sera plus un sujet pour les projets, ce sera une composante en plus. Bon, ça va pas simplifier le métier, mais si c'était simple déjà, ça se saurait, donc... On serait pas là. C'est ça, c'est pas marrant. Alors, si on est optimiste, est-ce que tu penses que les aspects environnementaux du coup d'un projet pourraient être vus un jour comme un critère de go-no-go? C'est l'objectif. Le plus gros impact qu'on peut avoir sur les projets, c'est effectivement de prioriser un portefeuille de projets, y compris avec des critères environnementaux. Ça, il y a encore un peu de maturité à avoir, en particulier dans certains environnements, bien évidemment, c'est compliqué, mais l'idéal, c'est effectivement d'avoir des critères environnementaux comme des critères financiers. Donc on parle de d'indicateurs extra-financiers en fait hein, pour ces indicateurs-là, qui soient pris en compte pour prioriser des projets. C'est l'objectif. Bah, très bien, on va espérer que ça puisse se concrétiser assez rapidement du coup, parce que je pense que c'est effectivement un beau projet. Ouais. Ça bouge vite, hein, depuis 2020, si on regarde quand il y a que 3 ans quand même, les choses évoluent quand même dans le bon sens. Alors assez vite, je suis pas sûr, mais en tout cas, les choses bougent, ça, il y a aucun doute. D'ailleurs, le PMI et les R23 sont orientés sur ce sujet-là, donc ce qui est quand même nouveau. Donc ça bouge. On voit effectivement beaucoup de conférences qui arrivent sur le sujet de l'environnement et plus généralement de la RSE. Donc, oui. Je peux le voir aussi au sein du PMI et c'est une très bonne chose, je pense. Absolument. Est-ce que tu saurais nous donner un livre ou plusieurs livres qui nous permettraient d'approfondir le thème d'aujourd'hui, donc l'intégration de l'environnement au management de projet? Ouais, alors du coup j'ai réfléchi à la question et je me suis gratté la tête et je me suis dit bon les livres, pourtant j'en ai écrit donc c'est bien hein, les livres, mais plutôt que de recommander des livres, moi je recommanderais à nos auditeurs d'aller devenir associé de Team for the Planet, puisque du coup ça c'est une action concrète et puis ils vont récupérer également dans ces échanges-là beaucoup d'informations sur l'environnement. Et puis après pour lire des livres spécifiquement sur le développement, l'environnement, ça je suis pas expert donc moi j'ai tout appris un peu en ligne et beaucoup sur les échanges avec Team for the Planet. Donc je recommande d'aller plutôt dans cette direction-là. En plus c'est une bonne action, ça permet de promouvoir des projets à impact. Tout à fait. Eh ben écoute, je te remercie Tanguy. J'ai encore 2 questions qui sont peut-être un peu plus personnelles à te poser. Donc ce sont des questions que je vais essayer de mettre en place dans chacun des podcasts. Elles sont pas forcément simples, mais je pense qu'elles sont très utiles pour nos auditeurs. Je t'adresse la première et on verra ce que tu m'en dis. Y a-t-il, au cours de ta carrière, une grande décision que tu aurais prise et qui a largement contribué à ce que tu deviennes la personne que tu es aujourd'hui? Et si je vais un tout petit peu plus loin, plus globalement, par rapport à cette expérience, quels sont les enseignements que tu as pu en tirer et que tu pourrais partager avec nous? Moi, je trouve que c'est une question très pertinente, assez facile pour moi à répondre, parce que je le dis souvent, j'ai pris 2 ou 3 bonnes décisions dans ma vie. Hein. La première, c'est d'épouser ma femme, mais ça va pas beaucoup nous aider dans la conduite de projet. Le deuxième, c'est de m'être mis à mon compte, et ça, j'ai été un petit peu poussé par les événements, on va dire. Et la troisième, par contre, qui était voulue, c'est je suis devenu coach. C'était pas évident pour autant, puisque historiquement, le premier client qui m'a dit que j'accompagnais sur une sortie de projet m'a dit tu devrais faire du coaching. J'ai dit voilà, coaching, moi je suis ingénieur, ça c'est une arnaque. Enfin bref, j'étais pas très positif. Et comme un deuxième client me l'a dit, je me suis dit il faut toujours écouter le client. Donc je suis allé voir. J'y suis allé en me disant ça fera toujours un petit peu de business en plus. Et puis je suis tombé dedans et donc je suis devenu coach. Et puis j'ai même continué après sur 5 ans de formation pour devenir thérapeute. Donc ça c'est une bonne décision que j'ai prise parce que d'abord, c'était bien pour Tanguy qui a été plus calme
et un peu moins speed, donc ça se voit pas dans mon débit de voix, mais c'est le cas. Et puis ça a beaucoup changé ma façon de travailler aussi en tant que formateur et en tant que consultant, en étant beaucoup plus en recul. De ce point de vue, ça c'était vraiment une bonne décision. Ça a été une bonne décision aussi bien personnelle que professionnelle, en étant plus à l'écoute de mes clients, de mes stagiaires, etc. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde de faire une formation. À tous les formateurs devraient et tous les chefs de projet devraient également avoir une composante coach dans leur métier. Hein. Ça aide beaucoup pour mener des équipes et pour conduire des projets. Ça peut faire que du bien à soi et à l'équipe. Oui, absolument, mais aussi les managers de personnes. Je pense que ça peut être aussi un très bon axe de développement. Oui, absolument. Alors, je t'avais dit qu'il y avait 2 questions. Je t'adresse la deuxième maintenant. Elle n'est pas forcément plus facile. Ok. Alors, y a-t-il une question que l'on n'ose pas forcément te poser et à laquelle tu souhaiterais répondre aujourd'hui ? Ou peut-être qu'il s'agit plutôt d'un sujet que l'on n'ose pas forcément aborder avec toi ? Alors, il y en a 2 questions qui surprennent toujours un peu de monde. C'est, mais pourquoi t'as quitté un grand groupe industriel où la ligne droite était toute garantie et la vie était belle et les avantages étaient par paquet de 10 tout autour de la ceinture. Et la deuxième question c'est pourquoi t'attends pas la retraite? Alors du coup la réponse est liée j'imagine sur ces 2 questions. Il y a un petit lien entre les deux. La première, si j'ai quitté parce que effectivement je me voyais pas être vraiment salarié toute ma vie. Je suis très indépendant et ça j'ai découvert ça dans ma formation coaching aussi, hein, donc c'est important pour moi. Et j'avoue que les grands groupes deviennent quand même compliqués à travailler comme salarié. C'est pas une généralité absolue, mais c'est quand même souvent le cas. Donc comme indépendant, je suis très bien. C'était une très très bonne idée. Et donc de fait, comme je me plais pas mal dans mon boulot, alors bien sûr c'est jamais tout rose, hein, et tout facile tous les jours. Mais moi, je suis pas en train de compter mes années avant la retraite parce que je suis quand même plutôt du côté de la fin que du début. Hein. Ah bon ? Ouais, si, on peut le dire. Et donc, moi, j'ai plutôt dans l'idée que tant que je peux travailler, je le ferai. Et puis en plus, si je suis pas assez occupé intellectuellement à faire des choses nouvelles, c'est pas bon pour mon moral. Donc moi, il faut que je continue à travailler. Et tant que j'y arriverai, je crois que je continuerai. C'est un peu ça l'idée. Bah écoute, merci Tanguy d'avoir partagé ça avec nous. Et puis plus généralement, merci d'avoir participé à cette émission. Une toute petite dernière question, après j'arrête mes questions personnelles. Quel est le meilleur moyen de te joindre si nos auditeurs souhaitent te contacter ? Alors, j'ai un petit avantage par rapport à... J'ai une sorte de marque employeur personnel très spécifique. Comme je suis Tanguy Le Dantec, j'ai un prénom très, très particulier avec TA2N. Il suffit de taper n'importe où sur internet mon prénom avec 2 N, comme on est 2 dans le monde. Et normalement, vous allez arriver sur mon profil LinkedIn, où je suis assez actif, et donc vous pouvez me contacter avec plaisir par ce biais-là. Merci beaucoup Tanguy. C'était vraiment avec plaisir et je suis ravi d'avoir pu partager cet instant avec toi Nicolas et avec nos auditeurs. Plaisir complètement partagé. Et pour nos auditeurs, j'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant. Si vous l'avez consommé sur une plateforme d'écoute, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour noter le podcast et aussi ajouter un commentaire encourageant. Si vous l'écoutez sur YouTube, parce que je sais que vous êtes nombreux à le faire, je vous invite bien évidemment à mettre un petit pouce, mais aussi un commentaire à propos de cet épisode pour me dire ce que vous en avez pensé. Vos retours sont toujours très intéressants et constructifs. Enfin, merci à tous ceux qui partagent le podcast avec leur entourage, ça nous aide beaucoup. J'en profite aussi pour remercier Jean-Christophe pour toute son aide au lancement du podcast et aussi Dorian pour la partie graphique. Comme toujours, pour me contacter, vous pouvez utiliser la rubrique à propos du site caféduprojet.net. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode du Café du Projet. Et comme vous êtes restés jusqu'ici, petit spoiler, on parlera de conflits et de communication. N'oubliez pas, les épisodes sont diffusés le premier mardi de chaque mois.